notre collègue Roxana Garagozlou, qui est Head of la team Product Design. Alors, elle a commencé sa carrière en 2008 au sein d'un cabinet de conseil tech. Donc, ça l'a informée sur la digitalisation et l'angle tech. Ensuite, elle a fait du human-centered design et elle a switché en interne. Elle a travaillé dans des startups avec de l'open source, aussi dans le monde de l'hôtellerie, dans la fintech, enfin dans divers endroits, avant de nous rejoindre il y a un an. Et aujourd'hui, elle va nous parler des émotions de l'expérience utilisateur, tout ça en parlant de conception et product design. Et je lui laisse la parole. Merci de l'applaudir. Merci Sarah. Merci de m'accueillir pour mon deuxième passage dans ce premier LFT de l'année 2025. Et merci pour votre écoute. Depuis un an maintenant, l'équipe a bien grossi, l'équipe Product Design. On a maintenant une dizaine de Product Designers qu'on peut compter sur la conception de notre produit. Après plusieurs mois de développement, donc 10 talentueux product designers et motion designers pour certains, qui ont un vrai enthousiasme à concevoir le produit Bedrock avec l'ensemble des parties prenantes, des PO, des PM, toute la tech. Et on a vraiment à cœur de pouvoir collaborer conjointement au futur de notre produit. Et nous allons parler du produit au sens large, le produit Bedrock. Aujourd'hui, j'ai décidé, avec plein de couleurs, de vous parler non pas du product design, de cette discipline-là, de comment on travaille au quotidien, mais plutôt de parler d'émotion au cœur de l'expérience utilisateur. Je vais partager avec vous une première analyse de ce qui se passe du côté des émotions pour ceux qui utilisent notre produit. Alors faisons ensemble un zoom arrière, oublions un peu nos expertises et nos tâches au quotidien, et considérons-nous pour cet exercice comme les créateurs de l'expérience à vivre de notre produit Bedrock. Une expérience où l'émotion a un rôle stratégique pour que l'utilisateur finalement adopte ce produit et qu'il ait envie de l'utiliser. Donc je vais prendre plusieurs exemples issus de l'industrie du streaming et nous allons voir comment comprendre l'expérience émotionnelle de notre produit. Explorons ensemble les mécanismes du design émotionnel. Tout utilisateur qui a déjà passé une soirée sur une plateforme de streaming, que ce soit musicale ou vidéo, sait que rechercher ce qu'on va regarder, ce qu'on va écouter, c'est que finalement c'est l'expérience globale qui compte le plus, qui va influer finalement sur son utilisation ou s'il va passer à un autre produit, une autre plateforme. Donc finalement, c'est pas juste une question de contenu, est-ce que c'est la série qui est bien, c'est la capacité à essayer de découvrir de nouvelles choses ou d'aller rapidement voir ce que je suis venue chercher en fait. Donc il s'agit pour nous de proposer une expérience positive avant tout. On peut avoir un super catalogue, mais si l'expérience n'est pas positive, on va pas le trouver, on va pas rester, on va zapper. Donc l'accès à la plateforme, sa rapidité d'affichage, la fluidité dans les transitions, la facilité de découvrir et de rechercher un contenu, les suggestions, la fluidité et la désirabilité de la plateforme, son intuitivité, tout ça est en jeu. Tout ça est un ensemble de facteurs que nous travaillons chacune avec nos compétences distinctes chez Bedrock. Et finalement, l'ensemble de tout ça, ça va faire que ce design émotionnel se passe bien. Cette expérience se passe bien. On va ensemble créer une expérience positive pour les utilisateurs. Et quand je parle de design ici, je ne parle pas de design au sens graphique du terme. Je parle vraiment de conception. Le mot design en anglais, c'est avant tout concevoir. Et ici, nous sommes tous des concepteurs finalement de ce produit-là digital et de ce produit streaming. Évidemment, je vais avoir ma casquette de designer plus design graphique pour parler de ces éléments-là aujourd'hui avec vous, mais je pense que c'est vraiment un enjeu qu'on a collectif. Alors finalement, est-ce que c'est si simple
d'influencer les humeurs des utilisateurs, de faire en sorte que ils prennent la décision de venir sur cette plateforme, de créer un compte, de payer. Est-ce qu'on a vraiment le pouvoir, au travers de toutes nos expertises, de fidéliser les utilisateurs à notre produit? Voyons voir comment ça se passe. Parce qu'une bonne expérience, c'est évidemment de pouvoir compter sur la fiabilité de la plateforme, sa performance. Est-ce que ça met longtemps? Est-ce que ça lag? Est-ce que ça met 3 plombes à s'afficher? Quel est le délai de réponse? Est-ce que ça freeze ou pas? Est-ce que ça bug ou est-ce que ça bug pas? Petit clin d'œil à Vincent et Pascal pour leur formation infra de la semaine dernière, qui nous rappelle combien c'est nécessaire de prendre en compte l'infrastructure dans la conception même de notre produit. Une bonne expérience, c'est aussi des parcours faciles, une forme d'évidence, des logiques, une constance. Mais pas seulement. Parce qu'on pourrait avoir tout ça et faire en sorte qu'on n'ait quand même pas envie de venir sur cette plateforme-là, mais sur une autre. Donc finalement, ce qu'il faut qu'on considère tous ensemble, c'est comment designer collectivement une expérience émotionnelle positive. Créer du lien affectif avec cette plateforme pour donner aux utilisateurs l'envie de revenir. C'est là que nous aussi, on entre en jeu avec notre casquette de designer, au même titre que toutes les autres expertises et parties prenantes de cette stratégie-là. L'enjeu, donc, est global. Nous concevons collectivement des expériences émotionnelles fortes qui engagent et qui fidélisent les utilisateurs. Alors, maintenant, examinons les mécaniques qui s'enclenchent du côté des utilisateurs. J'ai choisi de prendre une citation de Donald Norman qui explique que les produits ne sont pas seulement des outils, mais qu'ils sont des sources d'émotions. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Don Norman, en fait, c'est l'un des pères de l'UX moderne. Il est docteur en psychologie et sciences cognitives de l'université de Stanford et il a beaucoup travaillé aussi chez Macintosh. Et c'est pas un hasard finalement si on le reprend régulièrement. Il est aussi cofondateur du groupe Norman Nielsen, qui est vraiment la référence UX mondiale. Et quand il explore ici cette idée, il dit que finalement le design d'un objet ne se limite pas à son aspect fonctionnel ou à son esthétique. En fait, ce qu'il explique, c'est que on peut avoir tout ça, mais tant que l'émotion ne transitera pas de cet objet, de ce produit à celui qui l'utilise, il n'y aura pas d'adoption de celui-ci. Donc finalement, ce qui compte, in fine, tous collectivement, c'est vraiment de créer ce lien émotionnel. Donc vous l'aurez compris, l'émotion fait partie intégrante de l'expérience utilisateur. Alors pour expliquer ces 3 niveaux de design émotionnel que décrit Don Norman, je voudrais faire un peu la comparaison avec une rencontre. Imaginons le premier contact avec la plateforme, comme si c'était une rencontre entre 2 entités. Le premier niveau, c'est la première impression qu'on va donner à voir. L'utilisateur ressent une ou plusieurs émotions. Il y a est-ce qu'il se sent séduit? Est-ce qu'il se sent intrigué, attiré? Est-ce qu'il souhaite engager la conversation, c'est-à-dire interagir avec l'interface? Et tout ça, c'est des éléments avec un instinct, un premier instinct immédiat qui va se passer entre justement l'utilisateur et la plateforme. Les éléments d'interface y contribuent beaucoup dans ce premier niveau émotionnel, les couleurs, l'identité, les polices utilisées, les textes évidemment. Les animations bien placées provoquent une première émotion instinctive. Et ça, ce premier stade, le premier niveau émotionnel, finalement, c'est le stade de la séduction. L'enjeu est de plaire aux utilisateurs. Il y a un deuxième niveau, donc je continue un peu mon image avec la rencontre, c'est est-ce que la communication est facile? Est-ce que j'apprécie son fonctionnement? Est-ce que ses habitudes sont cohérentes? Est-ce que l'interaction avec cette entité est fluide? Est-ce que tout semble évident? Vous voyez, on a des parallèles avec du langage presque humain là, entre 2 personnes, et c'est bien ça qui se passe entre l'utilisateur et la plateforme. Ça inclut
évidemment, la fluidité, est-ce que c'est simple d'aller d'un endroit à un autre, de retrouver l'information. Ça inclut des micro-interactions. J'ai fait ceci, donc j'ai un feedback qui me revient directement. Ça, c'est le stade de l'adoption du produit. C'est le numéro 2, le stade comportemental. Et il y a le 3e stade, qu'il appelle réflexif, c'est quand finalement tout ça mis bout à bout, eh ben cela m'apporte du sens. Est-ce que j'ai un sens dans cette relation? Est-ce que cela me nourrit? Est-ce que ça me correspond en fait? Est-ce que ça me ressemble? Et est-ce que cette relation qui s'établit est conforme à mes attentes? Et là, quand on arrive à ce stade, on est sur de l'appropriation du produit. C'est le stade de l'engagement de l'utilisateur. À ce stade-là, si ça a fonctionné, l'utilisateur, il est fidélisé. Voici les 3 niveaux du design émotionnel. Évidemment, si l'utilisateur est fidélisé, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça se ressent d'un point de vue business aussi, évidemment. Si l'utilisateur s'approprie ce produit, qu'il revient, eh ben, ça se mesure. La manière dont l'utilisateur vit émotionnellement son expérience a un impact business mesurable. Donc là, on a des chiffres. Justement, le groupe Normal Nielsen estime que l'on peut augmenter jusqu'à 400%. Alors, ça dépend évidemment d'où on part, mais c'est tout à fait mesurable et ça montre qu'il y a quand même un lien direct. J'ai choisi quelques exemples maintenant parce que j'ai posé un peu les bases de la théorie de Don Norman, mais maintenant, c'est bien d'aller voir comment ça se passe concrètement dans l'univers du streaming. Des exemples justement pour parler de cette appropriation qu'on se fait de ces produits-là et on va regarder un peu à quel niveau on est, et où et comment. Pour créer ce rapport affectif, intime presque au produit. Et l'objectif, c'est d'avoir cet engagement, cette fidélisation. Donc, je vais vous montrer un exemple là sur l'app iOS de Netflix. Donc, sur l'app iOS de Netflix, vous avez des pushs en fait, qui vont vous pousser du contenu, si vous avez déjà testé, donc là, j'ai filmé, en fait, j'ai recordé mon écran, mais ce serait mieux de le tester parce qu'en fait, on s'en rend mieux compte si on l'a dans la main. C'est-à-dire que quand vous allez orienter différemment votre écran de mobile, en fait, l'encart push, il va avoir une forme de latence. C'est comme si vous suivez un peu du regard. C'est assez saisissant. C'est à voir. Je lance la vidéo pour qu'on puisse s'en rendre compte. Donc là, je bouge mon écran. Alors, je l'ai fait un peu brusque pour qu'on s'en rende compte au record. Mais oui, c'est peut-être, pour certains, ça peut passer de manière assez imperceptible. Mais en fait, ce qui compte, c'est que Netflix travaille énormément ces aspects-là. Et peut-être que globalement, une somme de petits éléments comme ça qui paraissent imperceptibles va jouer globalement sur le premier niveau. Là, c'est vraiment, on en est qu'au premier niveau. C'est ce moment où on essaye d'accrocher. Mais il peut y avoir des gens qui sont totalement addicts des produits Apple, qui vont tout de suite le remarquer. Là, clairement, à ce stade, on est au stade numéro 1. Mais si jamais vous vous dites consciemment, parce que ça peut être une perception inconsciente, mais si consciemment l'utilisateur se dit « Ah ouais, ça c'est stylé », c'est que là, vous avez direct piqué le vif de son intérêt. Et là, vous avez fait un bond sur le niveau émotionnel. En littérature de growth design, ou de product led growth, ça, on le caractérise par un aha moment, c'est-à-dire un moment de plaisir inattendu. Et si on les met bout à bout, on peut générer une adoption encore plus forte, l'accélérer. Si vous voulez, on en parlera dans un autre LFT. Un autre exemple, il faut que je change ici. Donc, un autre exemple, ici, je vais vous montrer, donc c'est pas celui-là. J'ai un problème dans mes slides, je peux pas... c'est bon. J'ai un autre exemple ici, où Netflix en fait, allie le ludique à l'intuitif. C'est par exemple sur la profile gate, quand vous êtes toujours sur mobile, ce qui se passe, c'est que quand vous allez sélectionner votre icône profil, en fait, il va y avoir une animation qui va transiter de la profile gate jusqu'à la home page. Vous allez voir votre icône qui va descendre et rebondir en bas jusqu'à la bottom bar. Et ça va guider en fait votre regard jusqu'à cette bottom bar dans une nouvelle section qui s'appelle Mon Netflix. Je vous laisse regarder ce que ça donne.
si j'y arrive. Ou pas. Je n'arrive pas à aller sur l'autre écran. Je suis bloquée. Voilà. Merci. C'est à droite. Voilà. Merci. Du coup, là, je sélectionne mon profil et on va voir que ça arrive en bas ici et ça m'intrigue. Donc, je vais cliquer instinctivement pour aller voir qu'est-ce que c'est que cette nouvelle section. Et c'est comme ça, en fait, que l'animation, le ludique, est au service du caractère un peu intuitif et va déclencher l'envie d'aller chercher et de s'intéresser à ce nouvel endroit, cette nouvelle section, ici en l'occurrence. Là, ici, on est dans ce niveau un peu justement de ludique. Donc, on peut s'arrêter là et se dire que là, on est dans un plaisir immédiat, dans le niveau 1 émotionnel. Après, si on y trouve vraiment du sens, on peut aussi arriver à se dire « Ah, génial, je ne savais pas qu'ils avaient cette section. C'est intéressant. » Et là, on gravite du niveau 1 vers le numéro 3 de l'émotion, de dire « Ah ouais, c'est intéressant, c'est vachement bien cette section. » Et là, on augmente encore l'adhésion. L'autre exemple maintenant, c'est un exemple sur YouTube. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette feature sur YouTube, c'est l'animation du bouton like. Donc, il y a énormément de vidéos d'influenceurs sur YouTube, comme vous le savez, et systématiquement, à la fin de chaque vidéo, les influenceurs vous disent « Ah bon, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez-la. » Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, YouTube détecte que vous avez, j'allais dire l'Instagrammeur, le YouTubeur a dit likez la vidéo, et ce qui se passe, c'est que du coup, tout de suite, le bouton liker change d'apparence et s'anime pour inciter justement l'utilisateur à aller cliquer sur ce bouton. On va le voir à ce niveau-là. En bas. Vous voyez ? Ça s'est animé, ça s'est coloré le temps que le YouTubeur disait. Et ça, en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on est clairement au niveau de l'intuitif. On guide l'utilisateur vers cette section-là, on l'incite à faire une action, donc on est au niveau comportemental. Mais on peut aussi trouver ça vraiment stylé et génial, et ça peut aussi renforcer l'adoption de l'outil pour ceux qui étaient de toute façon déjà conquis. Ça marche aussi. Maintenant, je vais prendre un autre exemple qui comporte les 3 niveaux émotionnels que nous avons cités juste avant. C'est un exemple sur Deezer. Donc, je pourrais évidemment citer d'autres plateformes qui utilisent, qui travaillent en fait sur l'aspect ludique et gamification. Je ne sais pas d'ailleurs si vous en connaissez des plateformes qui font de la gamification également. Non, Netflix en fait aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a aussi du push vers du jeu. La différence, c'est que sur Netflix, les push vers le jeu renvoient vers, c'est du app to app, ça va vous renvoyer vers une autre app. Là, au sein de Deezer, on reste dans l'univers Deezer, on reste sur la plateforme. Donc, il y a des quiz musicaux, par exemple. Les quiz musicaux, ils travaillent énormément sur l'aspect ludique, certes, de toute évidence, mais également sur la gamification. Donc, en fait, à gauche, on a un écran qui engage du point de vue émotionnel au niveau 1 sur tout ce qui est univers d'identité des années 90 un peu revisité avec des couleurs flashy, des contours épais. Ça fait partie des grandes tendances graphiques du moment. Ça génère déjà un premier niveau émotionnel positif, un sentiment positif, à moins que vous n'aimiez pas ce type d'identité-là, mais en tout cas, c'est l'objectif. Et il y a le deuxième niveau qui est plus sur justement le niveau comportemental, c'est que ça va susciter chez vous vraiment l'envie de l'utiliser, de le manipuler, de jouer. Ça peut même aller jusqu'à de l'addiction. Là, si on touche à l'addiction, on est vraiment dans le niveau 3, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'adoption de la plateforme. Même si toute addiction n'est pas un objectif à rechercher. Néanmoins, on arrive quand même avec ces mécaniques-là sur le niveau 3. Et il y a un autre élément, même s'il n'y a pas d'addiction, qu'il faut quand même prendre en compte ici, c'est que dès lors qu'il
il y a un outil ou un produit qui devient le vecteur de partage entre des individus, là, vous êtes dans la sphère privée. C'est-à-dire que vous jouez à ça avec vos amis au Nouvel An, vous faites une soirée team building avec du blind test, ou vous faites ça en famille pour découvrir les tendances musicales de vos enfants, n'est-ce pas Sarah? Je pense que là, on a vraiment atteint le niveau d'adoption du produit, de plaisir partagé. Finalement, on oublie presque cet outil, ce produit, ce n'est que le vecteur de cette émotion partagée entre des individus. Là, clairement, on a déjà atteint l'adoption. Voilà. On va pas chercher à aller jouer à un jeu. Allez, on se lance ce produit, on se lance sur un quiz Deezer en famille en fait, ou entre amis. Un autre exemple, là c'est pareil, je suis restée sur ma plateforme Deezer, mais j'aurais pu en prendre un autre. Ils le font tous. C'est la façon dont on va storyteller les catégories. En fait, ici, vous voyez que on a des recommandations qui sont presque saisonnières, en mode à regarder au coin du feu, ou je te pousse des éléments avant d'aller t'endormir. Là, clairement, quand moi j'ai une plateforme qui me dit bonne nuit en titre de section, que c'est ça que j'écoute juste avant de m'endormir et d'éteindre ma lumière, là, clairement, le produit rentre dans notre sphère privée, notre cercle restreint. Ça devient, ça rentre dans l'ordre de l'adoption parce que on a une proximité, un lien affectif qui s'est créé avec ce produit-là. Et ça peut être imperceptible, mais en fait non, parce que quand vous en êtes là, que vous avez ces habitudes-là, vous n'allez pas avoir envie d'aller chercher une autre plateforme. Vous êtes bien avec celle-là. Donc pourquoi switcher? Et après, je voulais vous faire un parallèle justement sur l'appli Apple Music. Donc là, je quitte progressivement Deezer pour aller vers Apple et vous allez comprendre pourquoi. Parce que évidemment, Apple est très très puissant en émotion et vous allez voir comment ils designent ça. Là, vous avez clairement les deux modes de karaoké. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà essayé sur Deezer, sur Spotify ou sur Apple Music, il y a des modes karaoké. C'est-à-dire que, pour les chansons évidemment les plus connues, mais quand même le catalogue est pas mal. Vous pouvez lancer en fait, et là on le voit sur les deux écrans, sur un même morceau, donc c'est Creep de Radiohead, c'est exactement le même morceau. À droite c'est Deezer, à gauche c'est Apple Music. Et en fait on voit les paroles qui défilent et qui s'allument comme dans un karaoké en même temps que le chanteur chante. Et en fait ce qui va se passer c'est que là, juste quand je mets ces deux screenshots, a priori vous devez instinctivement, votre premier niveau émotionnel doit se dire « Ah, je préfère celle-là ». Je sais pas, chacun son goût, mais en tout cas, il se passe quelque chose chez vous, a priori. Et le deuxième niveau, c'est que je sais pas si vous avez déjà essayé de faire du karaoké, mais au début, quand on est un peu débutant, on est content d'écouter le chanteur derrière, parce qu'à la base, on était en train d'écouter ce morceau. Et puis après, si on s'engaillardise un petit peu, on se met à chanter aussi, parce que c'est sympa de voir les paroles, ça nous incite à chanter. Même si on chante pas très bien, c'est pas grave. Au bout d'un moment, on prend un peu la confiance et on a envie de chanter un peu plus, mais on entend trop le chanteur. Donc, qu'est-ce qui se passe? On met un peu la main comme ça, non, j'entends un peu plus ma voix, sauf que c'est gênant. Et en fait, Apple l'a testé, ils l'ont compris ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de créer une feature supplémentaire. Cette feature-là, c'est la capacité de faire baisser le volume sonore de la bande de chanter, en fait. Et alors, c'est marrant parce qu'on sent vraiment que les designers qui l'ont fait, ils ont vraiment testé le truc. Parce qu'ils ne se sont pas dit, on va faire du on-off sur la bande chantée et garder que la bande musicale. Non, ils l'ont testé et je peux vous assurer qu'ils ont décidé de faire varier le niveau sonore. Et ça, franchement, il faut le tester, c'est incroyable. Je vais vous le montrer juste après. Donc là, c'est dans ce sens. Hop. Voilà. Donc en fait, voilà, l'utilisateur va aller chercher le morceau qui l'intéresse. Il y a aussi une section chez Apple Music pour plus facilement retrouver tous les morceaux qui l'ont. Va sélectionner justement le morceau sur lequel il a envie de se tester. Et voilà, à droite, donc là, il va lancer les paroles. C'est ce qu'on disait juste avant. Mais juste au-dessus
voilà, on a un bouton sur lequel on va pouvoir jouer avec le volume sonore de la bande chantée. Et on voit que là, apparemment, il est aguerri parce qu'il a presque éteint, il est capable de suivre le tempo correctement. Et on voit que là, l'expérience, elle va un cran plus loin. Là, on est clairement dans le niveau 2, voire 3 de l'expérience émotionnelle. Donc là, le comportement, il est bien travaillé, on est toujours au niveau 2. Si vraiment vous trouvez ça vraiment chouette, que vous en faites vos soirées, vous allez voir, ils vont aller encore un cran plus loin. Voilà, donc là, carrément, vous pouvez connecter ça à votre Apple TV. Et là, ça y est, le nouveau David Guetta va bientôt naître en vous. Parce que là, on voit l'utilisateur qui teste carrément des fonds, peut jouer au karaoké en groupe, en famille, avec des amis. Là, on a complètement oublié le produit. On est en train de créer un moment de vie, un moment de sympathie entre plusieurs personnes. Parce qu'à moins de le faire tout seul dans votre salon, ça, c'est clairement une soirée karaoké qu'il est en train de mettre en place avec des amis, avec la famille. Et ça, voilà, on est carrément au niveau 3 de l'expérience émotionnelle de l'utilisateur. Là, on est vraiment dans de l'adoption. Il y a un autre niveau en dehors du ludique. On peut aussi jouer sur le niveau 3 avec d'autres aspects. Et Apple, encore une fois, l'a bien compris, car je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'haptic music. Donc, imaginez que vous aviez toute l'expérience qu'on vient de citer et que vous l'augmentez encore avec une dimension supplémentaire qui est la vibration. C'est-à-dire que vous allez pouvoir écouter physiquement de la musique. C'est ce qui se passe avec l'haptic music. Mais ce qui est intéressant aussi, et c'est là aussi on touche au niveau 3 avec l'aspect sens, c'est que pour toutes les personnes qui ont un handicap auditif, on leur fait quand même la promesse qu'ils vont pouvoir ressentir la musique, et ça, c'est beau quand même. Et donc, du coup, là, ils sont très, très forts sur le niveau engagement et adoption des utilisateurs et fidélisation. Alors là, évidemment, comme c'est une vidéo, on a du mal à l'expérimenter, mais je pense que je vous invite à le faire. On voit clairement ici qu'il y a marqué musique haptique, pause ou lancement, et que quand on est vraiment dessus, on a un autre bouton. Voilà, et on peut le lancer et l'arrêter. Et ça, c'est vrai que là aussi, il y a du sens dedans. Il y a une recherche, en tout cas, de sens, d'éthique dans ce type de feature. Là, on est vraiment sur un design émotionnel de niveau 3. Voilà. Pour résumer, c'est voilà, ce que je voulais dire, c'est que vraiment quand on a regardé ces expériences-là, on se rend compte que on n'est pas en train de cocher des cases. Parce que si on cochait des cases, toutes les interfaces, elles feraient à peu près les mêmes choses. Là, on voit que il y a une recherche d'émotion, de sens, d'expérience. Et si on combine en fait la recherche de ces 3 niveaux-là à différents degrés au sein de notre plateforme, de notre produit Bedrock, c'est sûr qu'on va générer de l'émotion et c'est sûr qu'on va générer de l'adoption, de l'engagement et qu'ils n'auront pas envie d'aller ailleurs. Et c'est à mon avis, c'est en ça qu'on a un vrai impact. Il y a un autre élément aussi, c'est que dans tous les exemples qu'on vous a montrés, il y a une dimension qu'on a un peu perçue, c'est ce qu'on appelle le motion design, c'est-à-dire tous les éléments d'animation qu'il va falloir intégrer. Ces éléments-là, ils font clairement la différence. On sort d'une interface qui est à distance de nous et on se rapproche des mouvements naturels de la vraie vie qui sont reportés dans l'application. Ça passe clairement, l'haptique, ça en fait partie. L'icône qui vibre et qui rebondit, ça en fait partie. Et au sein de l'équipe Product Design, on a aussi cette compétence de travailler avec vous sur la proposition justement d'éléments d'animation. C'est quelque chose qu'on essaye de pousser aussi parce que ça devient parmi les standards en fait du marché. Et justement, je voulais vous montrer une petite vidéo que nous avons préparée avec Kevin de l'équipe Product Design. Et c'est là que normalement j'ai besoin de son. Je la lance. J'espère que ça va marcher. Je vous laisse prendre connaissance.
Motion design. Maybe it sounds abstract at first, but in reality, it's an essential part of our everyday digital experience. In this video, we'll explore how motion design transforms simple user interactions into emotionally engaging experiences, and why it's so strategic for any streaming platform. At first, motion design can reinforce our connection to an app or platform. When we interact with a button, for example, it's no longer just a static click. There's a subtle animation, a sense of touch. These small moments count. They make actions feel more tangible, more human. Every interaction, every movement creates a palpable dialogue. The platform reacts, and the display changes according to the user's actions in a logical, consistent way. Motion design translates also natural gestures into a virtual context. Notice how the transition adapts to the navigation direction. The hero appears from left to right when the user navigates to the right, and vice versa when navigating to the left. Through playful visual, sound, or vibratory effects, motion design makes the experience more intuitive and also much more delightful. Each interaction becomes a game in itself. Manipulating the platform feels rewarding. Every action triggers a satisfying response. Some animations can rely on psychic mechanics and generate deeper emotional interaction through gestures and iconographic animations. Motion design equals reinforced engagement. The more pleasant and fluid the experience, the more tempted users are to return. Ultimately, the user experience becomes immersive, intuitive, and even addictive. So, to make it short, motion design plays a key role in creating user engagement. By focusing on hearing, touch, and sight, it makes the user experience more immersive and intuitive, sparking a deeper emotional connection. This deeper engagement fosters adoption, usage, and loyalty. So that's why motion design is an essential part at Bedrock Streaming. And we're only just getting started. Bon, vous l'avez senti, la petite touche d'émotion? Bon, alors ça marchait. Non? Non, je veux passer après. C'est bon. Voilà. Donc, au travers de ces exemples, de ces vidéos qu'on vient de voir, l'enjeu aujourd'hui, c'était de parler en fait de cette expérience émotionnelle, vous l'aurez compris, mais de cette expérience qui gravite autour de notre produit, de son usage. Je voulais accentuer le fait que ça dépasse en fait les limites d'une expertise. Ça, c'est vraiment la collaboration de toutes nos expertises qui va permettre aux utilisateurs de finalement vivre ces moments d'émotion. Du coup, ce que je voudrais, c'est qu'on considère ensemble que nous sommes les constructeurs de ce lien que les utilisateurs vont créer avec la plateforme, de cette expérience positive, et que l'émotion, finalement, détient un rôle stratégique au cœur de cette expérience et de l'adoption, et du coup que ça a un impact même business. Et du coup, j'espère vous avoir apporté cette lecture là aujourd'hui, de cette prise de conscience qu'on fait tous partie de cette même entité et que c'est nous qui créons cette expérience et c'est nous qui créons cette émotion-là au sein des utilisateurs. Et du coup, pour ça, moi, je suis très, très, très fière de faire partie de Bedrock et de cette grande équipe. Merci à tous et merci pour votre écoute. Alors juste après, j'ai 2 personnes de l'équipe produit qui vont aussi nous rejoindre sur scène. J'ai Marie et Baptiste que vous avez vus tout à l'heure dans le slide de l'équipe. Je vais laisser Sarah présenter la suite. Mais voilà, merci de les applaudir. C'est leur premier LFT également. Merci à tous.